Bonjour. Alors, dans cette deuxième partie de ce webinaire, on va parler du container orchestration et on va faire une introduction à Kubernetes. Puis, on va parler de l'adaptation de DevOps pour Kubernetes. Après, dans un autre webinaire, on va partir dans les configurations avancées de Kubernetes cluster. Donc, Kubernetes, ça vient des mots latins Kubernetes ou en anglais Sailor, c'est-à-dire un marin. Et ça s'écrit KW 8S, donc, puisque ça s'écrit 8 lettres. Donc, c'est une abréviation, KWS. Donc, comme on a déjà mentionné auparavant, Docker s'exécute sur une seule machine, c'est-à-dire l'engine, c'est une monomachine. Par contre, Kubernetes, il va orchestrer les containers sur plusieurs machines ou un cluster. Donc, un cluster of machines. Donc, il va automatiquement gérer les déploiements en auto-scaling. Donc, en cas de montée de charge, il va automatiquement euh, faire un horizontal auto-scanning, c'est-à-dire augmenter la taille à la demande des ressources des clients. Et en contrepartie, il peut faire l'opération inverse. Kubernetes aussi, c'est une architecture client-serveur comme Docker, c'est-à-dire il y a un client, le control plan, on l'appelle control plan server, et, et du worker, c'est-à-dire les nœuds où on va exécuter notre workload. Donc, il utilise un API pour les API HTTP pour la communication. Et l'outil principal pour communiquer avec un cluster Kubernetes, c'est l'API, c'est la commande kubectl. Donc, kubectl, toute la ligne de commande, c'est à travers kubectl. Après, il y a les interfaces graphiques. Ça dépend des distributions. Donc, un petit historique, Kubernetes a été développé, créé auparavant par Google dans les années 2014. Et c'est une inspiration de son projet Brog. C'est pour gérer, c'est un projet interne de Google pour gérer ses clusters internes. C'est-à-dire Brog, c'est un projet déjà existant. Donc après de ce projet, ils ont créé Kubernetes. Et ce projet, il est utilisé pour gérer les systèmes de management ou les clusters qu'utilise Google pour ces data centers. Donc, c'est un projet Google qui a été euh, donné ou, euh, transféré à CNCF, c'est-à-dire le Cloud Native Computing Foundation, qui est une association qui gère des projets open source du cloud. Et avec Linux Foundation aussi, c'est l'association qui gère open source, qui gère le projet open source Linux. Donc, ils ont fait une donation à eux. Maintenant, Kubernetes il est géré par des équipes open source. Après, euh, chaque version, elle est adoptée. Par exemple, pour VMware, ils ont VMware Tanzo. Pour Red Hat, ils ont Red Hat OpenShift, etc., etc. Et c'est une version commerciale. Mais pour un utilisateur final, il peut déployer son Kubernetes avec la version communauté. Donc, toujours, depuis des projets de recherche ou des projets de open source, que ces nouvelles technologies sont en train de s'immerger dans le monde informatique et bouleverser même notre façon de voir les choses. Puisque, comme je disais maintenant, toute la partie cloud, elle s'immerge vers Kubernetes. Donc, même les autres providers, les autres solutions, architectures, ça va aller sur Kubernetes et les containers.
Donc, l'architecture, c'est une architecture clusterisée. Donc, les gens qui connaissent le cluster, c'est un software qui s'exécute sur plusieurs machines. Et ce software, il a des caractéristiques qu'on appelle cluster. Donc, ce cluster, il contient deux composants, le control plan et le data plan. Le control plan, c'est des machines, donc c'est des machines, on a des VM, des serveurs qui gèrent le cluster. Donc toute la database, les API, les configurations, l'ordonnanceur, le contrôleur, les services sont sur le control plan. Donc, et les nœuds, là où les containers s'exécutent. Donc les nœuds 1, nœud 2, jusqu'à, je me souviens plus combien il supporte un cluster Kubernetes, mais c'est presque, ça dépend des ressources du contrôle plan. Le contrôle plan, on peut être, le contrôle plan, il peut être une seule machine ou plusieurs machines. Ici d'ailleurs dans les environnements critiques, c'est plusieurs machines. Mais dans un environnement de développement au lab, on peut utiliser une seule machine pour héberger le contrôle plan. Et le data plan ou les worker nodes ou les compute nodes, là où on exécute nos applications, on peut aller de un à plus. Donc, on peut avoir un cluster Kubernetes mono avec un contrôle plan il gère il prend le rôle du node, du worker plan. Donc la communication, comme on voit ici, c'est à travers l'API, un API et avec les commandes kubectl. Donc toutes les commandes kubectl, il y a des petites... bon, là, on voit les kubectl. Là, on voit les pods qui s'exécutent sur le container runtime, c'est array. Donc container runtime, il peut être Docker ou autre. Donc les pods. Donc, après, il y a la partie management des nœuds. Il y a le keep control qui est obligatoire et le keep proxy. Keep proxy, c'est pour la partie network. Keep control, c'est pour la communication avec le control plan. Le control plan, il y a trois composants. Il y a le API serveur. Ici, là, le moteur, le serveur du Kubernetes. Ce, ce brain ou ce serveur, il communique avec le TD. Le TD, c'est la base de données du cluster qui gère toutes les données, les événements. Il y a l'ordonnanceur ou le scheduler qui gère les tâches. Il y a le controller manager, c'est le manager du kube API serveur. Après, il y a le Cloud Control Manager, c'est pour la connexion avec les systèmes externes. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Kube API Server, euh, si le moteur ou le brain du cluster, il stocke les données ou les valeurs des variables et toute l'information du cluster, tous les événements, tous les détails, les petites, les pods, c'est géré par un système qui est basé au regardez key value store, c'est-à-dire un objet valeur. Donc, c'est le moteur qui stocke ces informations, le API server, le Kube API server. D'ailleurs, si quand vous déployez un cluster, c'est le premier service qui démarre. Si le service ne démarre pas ou un problème, donc ton cluster ne marchera jamais. Donc, après, il y a le scheduler, comme on a parlé. C'est celui qui ordonnance les pods. Les pods, c'est des containers. Donc, un pod, il peut contenir un container ou plus. Donc, c'est là où il dit ce pod s'exécute sur ce nœud ou sur ce autre nœud où s'il y a un nœud qui redémarre, il va prendre en considération la gestion sur d'autres nœuds. Après, il y a ce qu'on a appelé tout à l'heure le kube control, le kubelet.
Donc c'est le petit bout de programme sur chaque nœud compute et qui communique avec le Kib API Server. Ici, celui-là, c'est à travers ce programme que le contrôleur plan communique avec les nœuds. Donc, le Kiblet, c'est l'exécuteur sur les nœuds des tâches qui viennent depuis l'API Server. Après, il y a le Kib Proxy, et c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais ça, on va le voir dans la partie networking et tout. Et c'est lui qui gère la partie network du nœud. Donc, chaque cluster consiste of workers. And les workers, c'est eux qui exécutent les pods. Le control plan, c'est lui qui gère les workers. Et le scheduling avec le fault tolerance. Le fault tolerance, c'est de telle façon qu'un nœud, même si un nœud tombe en panne, donc toutes les les pods qui tournent sur ce pod vont redémarrer sur ce nœud, vont redémarrer sur un autre pod sans que l'utilisateur sache. C'est-à-dire ils sont en baisse de ressources et tout. C'est-à-dire c'est une faute tolérance. Si mon application à la fin ne s'arrête jamais, il ne dégrade pas en termes de ressources. C'est le contrôle panel qui gère. Donc le Kib API serveur, c'est celui qui communique sur le serveur du cluster, ici le front-end. Et l'UTD, c'est la base de données qui stocke les informations. Très très important. Toutes les données sont stockées sous forme une base de données object qui évalue. Bon, pas base de données relationnelle. Donc ce contrôle plan, dans une configuration avancée, on peut avoir 3 contrôles plans nœuds. 3. Avec des assez de ressources, ça dépend du cluster. C'est-à-dire si j'ai un cluster Kubernetes de 100 nœuds, ou 200, 300, 400 nœuds, il faut avoir un contrôle plan avec beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire et beaucoup de disques SSD local. Donc, les autres, c'est les composants des nœuds. Donc, les composants des nœuds, il y a le Kiblet et le Kib Proxy. Donc, on a déjà parlé. Et le container runtime, donc c'est possible de voir Docker au container D. C'est à base de ça que les pods ou les containers s'exécutent sur les clusters. Donc, quelques caractéristiques d'un cluster Kubernetes qui n'a pas, qu'on ne trouve pas sur Docker. Si l'automation rollout and rollback. Quand on déploie une application, l'application elle contient des pods. Les pods contiennent des containers, des services, du stockage, du network et tout. On continue toujours le développement et la mise à jour et la maintenance. Parfois, on fait des versions. Si on demande au cluster de faire des mises à jour automatiques dans notre application, c'est ça, rollout. C'est-à-dire, je vais faire un rollout dans mon application à travers le container. Donc, si on a un problème, à partir de cette version, je veux faire un rollback. Donc, je peux revenir à la version précédente. Et ça garde la traçabilité. Par exemple, si je vais faire aujourd'hui 2 rollouts et hier 3 rollouts, après j'ai un problème majeur, je devrais revenir à la version avant hier. Donc, c'est possible puisqu'il y a un historique. Et ça, c'est parmi les avantages de donc, la configuration. Elle va être maintenue durant le déploiement des applications. Donc, il y a aussi le service Discovery et Load Balancer. Donc, aussi, ça, c'est un sujet très, très important. Comme vous le savez, quand on déploie des applications clusterisées, on a beaucoup
de pods. Ces pods se communiquent entre eux et après il y a la partie utilisateur qui accède de l'extérieur pour exécuter. Donc ça, pour faire un load balancer, donc un partage de ressources, premièrement, et un accès équilibré à ces pods. Donc ça, c'est à travers le Kubernetes. Aussi les services. Quand on parle des services, quand je déploie une application, on me donne un service. Je peux accéder à mon application à travers service web, serveur service web, Power 80, HTTPS, je sais pas moi. Donc ça, c'est géré par le cluster, qui est auto-géré par le cluster Kubernetes. Donc depuis la configuration réseau jusqu'à l'accès de l'extérieur vers mes applications, et je dis toujours, si j'ai une application, mon cluster peut supporter plusieurs applications, et chaque application elle a beaucoup de services et tout. Donc on va voir plus tard comment ça se passe. Storage, orchestration. Donc, aussi dans le domaine du cloud et les containers et Kubernetes, on gère plus le stockage de la façon manuelle comme dans le cas du système classique. Donc, comment donner du stockage automatiquement à mes applications et gérer localement à mon cluster et les différents types de stockage. Maintenant, on a le stockage bloc, le stockage NFS, le stockage object, le stockage cloud. Et comment mes applications stockent leurs données sur ces stockages d'une façon automatique et sans intervention, puisqu'on a déjà le cluster qui gère ça, mais il faut faire beaucoup de configurations au préalable. Et de telle façon, mes données, mes applications vont mettre les données dans mon stockage qui sont protégés contre les problèmes ou tous les types de configuration. Puisqu'à la fin, mes applications sans stockage, ça va pas marcher. Donc le stockage aussi ici, il est orchestré. Après, la partie secrète et configuration management, aussi dans la partie mot de passe, gestion d'accès, user, mot de passe, si mes applications, on stocke plus les mots de passe et les users dans des fichiers plats ou dans des applications. Maintenant, il y a un système qui gère tout ça, donc les secrets et les configurations pour sont gérés de façon automatisée par le cluster. Et ça me permet que mes images euh, vont utiliser mes mots de passe et mes secrets de façon sécurisée. Et je peux faire des opérations de mise à jour de ces secrets indépendamment de l'application. Donc, il y a d'autres options avancées. Automatic beam backing, c'est mettre des containers euh, dans des ressources à base des constraints et optimiser les ressources existantes et faire des best efforts. Par exemple, j'ai un cluster de 3 nœuds. Supposons 2 nœuds sont tombés, il me reste un seul nœud. Comment mon cluster va automatiquement gérer tout ça? À la fin, malgré un mode dégradé, mes applications se tournent toujours. Mais je n'ai pas un crash ou un downtime. Donc, les options de self-healing, c'est-à-dire si des containers se crashent ou des pods se terminent automatiquement d'une façon, comment le cluster facilement comprendre que il va le redémarrer, il le rétacher leur stockage, euh, il auto-scaler sans que l'utilisateur final la sache. Ça, c'est aussi c'est des opérations très critiques dans des environnements critiques. Horizontal scaling, bon, il y a vertical scaling et horizontal scaling. Horizontal scaling, si je vais scale, euh, euh, c'est-à-dire si je veux que mes applications s'autoscalent sur plusieurs nœuds, par exemple une application qui démarre avec un seul nœud, avec un seul pod, après je veux que à la bande de charge, je vais aller jusqu'à 3 ou 4 nœuds.
Ça, c'est l'horizontal scaling. Après, s'il y a un retour ou là, un baisse de la veille d'utilisation, je vais revenir à un seul nœud ou deux nœuds, ça dépend de la consommation. Ça, horizontal. Et vertical scanning, c'est-à-dire si je peux, à l'intérieur d'un nœud, augmenter les ressources des pods en CPU, en mémoire. Par exemple, si je démarre mes applications avec un petit CPU, un petit bout de mémoire, 1 giga ou la 250, 255 mégas, un CPU, après, si la charge augmente, il peut prendre plusieurs CPU, plusieurs gigas de mémoire de mon nœud, de mon host. Ça aussi, c'est très demandé dans le domaine du cloud. Donc, vertical scaling, ça c'est le vertical scaling. Il y a des limites, des configurations avancées. Bon, il y a IPv4, IPv stack, donc on peut utiliser les deux protocoles pour l'allocation dynamique. Et on va voir comment les IP prendre les informations. Et l'extension, euh, comment ajouter des services ou des opérateurs ou autres extensions à mon cluster sans changer l'infrastructure de base. Ça, c'est-à-dire me rendre mon cluster de base avec des options du cloud et intégrer sans que je change rien. Donc, ça, c'est les principaux features et services du Kubernetes. Maintenant, le, l'outil que on va utiliser pour communiquer avec notre cluster Kubernetes, c'est kubectl. Par exemple, Docker, tout à l'heure, on utilise la commande Docker. Maintenant, kubectl, c'est l'outil CLI. Donc, il faut le télécharger après que vous déployez le cluster, l'outil kubectl. Il faut le déployer. Une fois déployé, exécuté, mettre comme variable après, par exemple, kubectl getPods. Donc, dans getPods, il va m'afficher les pods ou l'application qui contenait sous forme de pods sur mon projet actuel. Après, on va voir c'est quoi le projet, ou le namespace. Après, c'est describe pods, c'est-à-dire il va me donner la configuration de ce pod, les services, l'application, comment elle est configurée. Après, il y a la notion du namespace. Je peux créer mon namespace. Mon namespace, c'est mon projet ou mon tenant. C'est-à-dire, sur mon cluster Kubernetes, je peux créer plusieurs namespaces ou plusieurs tenants ou plusieurs projets. Voilà, projet pour les étudiants, tenant pour les étudiants, tenant pour les profs, tenant pour l'administration, tenant pour la production, tenant pour le développement, voilà. Après, comment changer entre un tenant et un tenant, c'est très important de savoir ça. Donc, je vais changer le contexte. Par exemple, si par défaut, je suis dans le projet par défaut, toutes les commandes s'exécutent sur le projet par défaut. Donc, si je veux changer par le deuxième tenant que j'ai créé, ou là, le deuxième namespace, donc je vais me changer le contexte vers le deuxième namespace. Et maintenant, je vais travailler avec ce namespace. Donc le namespace, comme je disais tout à l'heure, c'est le concept principal du cluster. Donc un cluster, il contient par défaut un namespace par défaut quand vous déployez votre cluster. Bien sûr, il y a des namespaces qui sont dédiés au cluster Kubernetes. Donc chaque option, je pense, il a un namespace. Par exemple, le monitoring dans un namespace, le dashboard dans un namespace, l'API dans un namespace. Et ça, c'est une configuration. Après, pour les utilisateurs, on a le default project. Après, chaque utilisateur, je dois le créer. Et c'est comme ça, c'est comme ça que je peux faire beaucoup de choses avec les namespaces. Je veux limiter, par exemple, chaque namespace, il a 6 ressources de notre CPU, mémoire et stockage. En plus, sa sécurité, sa configuration, et ça me permet de limiter même aussi les users qui vont travailler sur le namespace A. Je vais les limiter de ne pas avoir l'accès sur le namespace B.
et vice-versa. Ou là, par exemple, je veux donner des users un accès full pour namespace A et un accès read-only pour namespace B. Donc, voilà, comme créer un namespace. La notion de namespace. Donc, quelques ressources. Il y a des global ressources qui ne peuvent pas être isolées. On va voir c'est quoi ces ressources. Par exemple, les volumes. Les volumes, euh, si un volume, c'est-à-dire le stockage, il peut être vu par namespace A et namespace B, mais bon, on peut faire des limitations. Il y a d'autres ressources qu'on peut limiter pour que les ressources, par exemple, des configurations que j'applique sur mon cluster, ils vont être appliquées sur toutes les namespaces. Donc, le pod. Les pods sont, comment dirais-je, euh, c'est le logique où mon application est configurée. Donc, mon application, elle peut être euh, configurée sur un pod ou plusieurs pods, hein. Mais le plus important que mon code, la logique, il peut avoir plusieurs containers. C'est-à-dire découper mon application à des containers. C'est-à-dire les containers, c'est eux les microservices. Donc, c'est un groupe de containers avec des... Donc, un pod, il a le même stockage et network partagé. Donc, container 1 et container 2, ils partagent. Chaque container, il a un rôle, il a son image, comme on a déjà vu, mais ils partagent le même volume. Par exemple, le premier container stocke des informations sur le volume et le deuxième container puis le lire. Donc, si j'ai un nœud ou un worker, je peux avoir deux pods. Donc, mon premier pod, il a que des containers. Mon deuxième pod, il a des containers avec ses stockages. Bon, ces pods sont, peuvent être dans le même namespace, peuvent être dans différents namespaces. Mais à la fin, ces pods aussi peuvent communiquer à travers des services, le réseau. Par contre, à l'intérieur des pods, la communication elle est interne. Donc, pourquoi les pods? C'est-à-dire, le pod peut acter comme le cas classique, un serveur. C'est-à-dire, supposons que dans votre serveur, vous créez une base de données et un serveur web. C'est le cas qu'on utilise souvent. Alors, en container, on crée un pod avec une application. Mon application contient un container web et un container base de données. Donc, pourquoi plusieurs containers ou là plusieurs pods? Donc, si on va revenir à l'architecture microservice qu'on a déjà parlé au début, donc l'idée c'est quoi? C'est un process par container. On peut pas. Pour le microservice, c'est ça. Chaque fonction, c'est un microservice. Chaque microservice, c'est un container. Donc après, ça va être plus facile à faire le debug ou rechercher les problèmes de mon application. C'est-à-dire si un pod qui a un problème, ça ne va pas influencer toute mon application. Et ce n'est pas le cas dans l'architecture monolithique où si un petit process dans mon application plante, toute l'application se plante et comme ça, toute l'infrastructure ne marche pas. Donc, le pod, pour le définir, le fichier YAML, donc on revient sur le fichier YAML qu'on a déjà parlé avec Docker Compose. Donc, c'est un fichier, donc on a dit à travers des API. Il y a un langage qui s'appelle YAML et avec ce langage que ça va définir toutes mes configurations. Donc, ici, par exemple, j'ai mon API pour un pod, donc API version. Le kind pod, c'est-à-dire si un autre type d'objet, ça va être différent. Par exemple, application, ça diffère. Service, ça diffère, d'accord. Donc, metadata name,
le name de mon pod. Il contient un container. Ce container s'appelle test. Son image, donc on revient à l'image, vous vous souvenez, cette image, il va le télécharger, il va l'exécuter sur ce port. D'accord. Donc un pod avec un seul container. Donc après, comment je vais déployer mon pod ou mon application? Donc juste apply le fichier YAML que j'ai en haut. Après, je vais get pods. Donc describe pods et logs test, c'est pour avoir des logs et de configuration de mon pod. Donc si je vais faire par exemple ici, si je veux avoir des informations, par exemple le name de mon pod, comment il s'appelle ici, test, je dois taper cette commande, getPod.test, elle va me donner le name. Si je vais entrer dans mon pod, c'est comme le SSH que vous utilisez dans vos VM pour connecter à l'intérieur. Donc, exec, c'est similaire à Docker. Donc, exec, moi, ici, c'est-à-dire, je vais le mettre en background et je vais le nom de mon code test et je vais accéder avec le lien de commande bin bash. Et comme ça, si je vais exécuter cette commande, je vais accéder à la console de mon pod et je vais faire des opérations. Si je veux supprimer un pod, je vais mettre tout court delete pod. Après, on va voir c'est quoi la différence entre supprimer un pod et supprimer une application. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle multiple container pod, container par application. Et ça, c'est très demandé. Il y a parfois des applications que je vais créer des containers uniques pour faire des tâches qui doivent être exécutées avant que le container démarre. Par exemple, tout ce qui est disque, stockage ou quoi. Donc, je veux, par exemple, un container init qui peut faire des tâches avant que mon application démarre. Après, il y a mon container. Après, il y a ce qu'on appelle le sidecar. Le sidecar, c'est des choses qu'on doit faire, soit en même temps que l'application est en train de tourner, un container qui ne va pas exécuter l'application, mais qui va utiliser mon application pour faire par exemple de logging, synchronisation des données, collection de logs, faire de proxying, data encryption. Donc ça, par défaut, c'est deux types de containers supplémentaires au plus au container qu'on connaît tout à l'heure, container normal, EMA, base de données, ou container applicatif et tout. Donc, ces deux types de containers, parfois dans des développements avancés, vous pouvez les voir. C'est-à-dire container préalable avant que l'application monte et un container qui s'exécute en parallèle à l'application ou après l'exécution de l'application. Donc, ici, un exemple de un pod avec deux containers. Donc, le fichier de configuration. Donc, container 1 et container 2. Donc, on voit que ces containers avec deux images. La première, elle utilise l'image Hello CEO et la deuxième, elle utilise une image Debian. Regardez, les noms sont différents, first, second. La deuxième, elle exécute des commandes, bin bash, avec, il fait une boucle, while true, do, sleep 1, c'est-à-dire une boucle sans arrêt. Regarde. Donc, si je veux appliquer si je veux accéder à un container, donc je vais appliquer, comme tout à l'heure, le fichier YAML. Je vais voir le getPod, il va m'afficher les deux le pod. Si je vais faire describe, c'est pour me donner la configuration. Donc ici, si je vais faire
Euh, bon, l'image ici, c'est l'image qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si je vais faire getPods, va me donner le nom. Donc, si je veux exécuter, regardez ici, hein, entrer au container 2, puisqu'il y a ici deux containers, first et second. C'est-à-dire, si je veux accéder au container 2 de mon pod, c'est-à-dire, je vais faire la commande kubectl exec, moi, it, donc test shared, c'est mon pod. Après, je vais dire moi si, second, je vais accéder à la second container, celle-là. Bimpage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, une fois entré, je suis en console, je vais faire, je vais installer la commande, QRL. D'accord. La commande QRL, puisque par défaut, ces commandes ne sont pas installées sur mes containers, mes images. C'est-à-dire, c'est pas comme Linux ISO. Ici, ils ne sont pas installés. Donc, une fois installé, je vais essayer de faire que localhost 8000. Bon, ici, c'est pas clair. Normalement, ce deuxième container, il n'a pas de web server installé. Normalement, c'est la première. La première, c'est celle qu'on a utilisée dans l'image qu'on a utilisée dans dans notre première partie de ce webinaire. Là, on a déployé une application sur Docker et on a utilisé cette image. On l'a mis sur cette image. Normalement, ici, ça ne doit pas être localhost puisque localhost, c'est cette machine. Localhost, normalement, il faut utiliser localhost de ce conteneur. Bref, c'est pas trop, c'est pas un problème. Mais juste pour vous dire que euh, le- le- dans un pod, ils partagent les mêmes network resources et les mêmes container pods, c'est-à-dire les mêmes network ressources et stockage. Donc, on peut accéder d'un container à l'autre sans les adresses IP. C'est-à-dire, on dirait ça, c'est la même application. Donc, normalement, avec localhost 80, on peut accéder à la VM, au serveur web qu'on a démarré ici avec, avec Python tout à l'heure. Après le pod, il y a ce qu'on appelle l'application. Ça, c'est le pod. L'application, c'est comment packager mon application. Puisqu'à la fin, mon application peut contenir pas que de pod, mais beaucoup d'autres choses. Donc, l'application, à la différence de pod, elle contient l'application, à la différence de pod, elle contient d'autres informations importantes. Ici, donc, le API version, toujours le API version, kind deployment. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, on a mis pod. Maintenant, c'est un déploiement. Déploiement, c'est toutes les informations de mon application. Donc, on va mettre le test, le name, et je peux mettre d'autres labels. Voilà. On va voir après c'est quoi la différence entre name et label. Après, on a mis réplica 3. Donc, ça, c'est comme j'ai dit à mon application, vous allez être exécuté en 3 pods. D'accord? Et je vais le dire euh, à, à mon container, à mon application, utiliser le container, ce container, avec cette image, avec le support et tout. Ça, c'est comme on a fait déjà au pod. Je vais donner un nom à, à cette application. Regardez aussi, on a utilisé d'autres labels, plusieurs labels. Donc,
label 1, label 2. On va voir pourquoi tous ces labels, metadata et labels.